Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur un nouveau webinaire présenté par la CPM de Moselle. On est heureux aujourd'hui de pouvoir échanger avec vous et au niveau du sujet, on va aborder un gros sujet qui est toujours très intéressant, la réglementation sur les arrêts de travail. Alors le temps que les derniers participants arrivent, si vous pouvez juste nous faire un petit retour pour nous dire si le son et l'image sont OK. On remercie Madame Becker qui nous a déjà fait un petit retour, donc a priori c'est tout bon. Et puis le temps que les derniers participants arrivent, on va un petit peu expliquer comment va se dérouler ce webinaire. Alors, Merci au de niveau présenter. des... Voilà, on se présente, On mais se présente. on se présente. Donc, toujours Caroline Marini, chargée de la relation entreprise sur l'assurance maladie de Moselle. Et Mathieu Kiffer, chargé de la relation entreprise également au niveau de l'assurance maladie de Moselle. Alors, au niveau de la logistique, on attend à peu près 373 inscrits. Donc, on laisse le temps aux derniers employeurs d'arriver. Au niveau du support, il vous sera donc transmis par mail à l'issue du webinaire. Toujours les replays, hein, on enregistre tous nos webinaires et ils sont toujours disponibles en replay sur notre chaîne YouTube CPM de Moselle Employeur. Donc n'hésitez pas, hein, si vous êtes obligé de quitter le webinaire en cours, vous pouvez nous retrouver en replay. Ce webinaire devrait durer, c'est vrai, une heure de présentation. On va toujours se laisser du temps pour répondre à toutes vos questions. On vous invite bien sûr à passer par le petit icône questions-réponses. Alors à chaque partie, on va essayer de répondre un petit peu aux questions, mais s'il y a beaucoup de questions entre chaque partie, on reprendra toutes les questions à l'issue du webinaire. Voilà, donc bien utiliser l'icône questions et réponses. Une heure de webinaire, je pense qu'on a tout dit. Tout semble bon. On va vous présenter le sommaire. Alors, le sommaire, donc 5 parties. Ouais. Alors, la première partie, ça va être la prescription d'arrêt de travail. On va vous rappeler un petit peu les obligations du salarié et de vous, employeur. On va vous parler de l'ouverture des droits, des salaires de référence et de la durée d'attribution. Voilà au Voilà. niveau du programme d'aujourd'hui de ce webinaire. Eh bien, écoute, a priori, on a une bonne partie des participants, donc on va tout de suite démarrer ce webinaire avec du coup la prescription d'arrêt de travail. Voilà. Donc, on tenait quand même à vous rappeler déjà un petit peu la définition d'un arrêt de travail. Donc, un arrêt maladie, c'est un arrêt de travail qui est délivré par un médecin suite à la constatation que l'état de santé du patient n'est pas compatible avec la pratique de son travail. La durée de l'arrêt de travail, elle est donc variable hein, selon la gravité de l'affection du salarié. Qu'est-ce qui vaut pour arrêt de travail? Alors, il faut savoir qu'un bulletin d'hospitalisation, pour nous, c'est un arrêt de travail. On va parler également des cures. Alors, les cures, effectivement, dans certains cas, on peut verser des indemnités journalières pour les cures thermales. Ce qu'il faut savoir, c'est que le droit aux indemnités journalières pendant une cure dépend des ressources du foyer. Votre salarié veut faire une cure, il va nous faire une demande de cure. Sur cette demande de cure, il va devoir nous indiquer toutes les ressources du foyer. En fonction de ça, on va savoir s'il peut, oui ou non, bénéficier des indemnités journalières. S'il y a le droit, s'il ne dépasse pas le plafond, il suffira que votre salarié nous donne son attestation de présence de cure qui est établie par le centre thermal. Ça nous servira d'arrêt de travail et on pourra donc payer des indemnités journalières. À savoir également que si la cure est effectuée hors du département, on enregistrera donc un arrêt de 2 jours en plus des 18 jours prévus initialement pour la cure, hein, un jour avant et un jour après pour le trajet. Au niveau de l'incapacité de travail, elle doit donc bien être constatée et justifiée. Donc, elle doit être vraiment pour une durée déterminée, c'est-à-dire qu'un arrêt de travail, il faut qu'il soit établi en inscrivant bien certificat établi le, date de début de l'arrêt, jusqu'au. Ça, c'est la durée. Il faut vraiment les deux dates. Elle doit être constatée par un professionnel de santé exerçant une profession médicale et inscrit à un tableau de l'ordre qui lui est propre. Donc, en fait, qui va pouvoir prescrire des arrêts de travail? Le médecin généraliste ou le remplaçant, le médecin spécialiste, un médecin hospitalier, un médecin retraité, un chirurgien dentiste, un médecin scolaire, universitaire, associatif, une sage-femme et un infirmier en pratique avancée depuis le 25 avril. On va refaire un petit focus, comme vous le voyez, sur la sage-femme et l'infirmier en pratique avancée parce qu'ils sont quand même limités sur la prescription des arrêts. Alors, au niveau de la sage-femme, donc la sage-femme, elle peut prescrire des arrêts de travail aux femmes enceintes, mais que dans deux situations. En cas d'interruption de grossesse par voie médicamenteuse, dans la limite de 4 jours calendaires, renouvelable une fois. Ou alors, en cas de grossesse non pathologique,
depuis le 28 avril 2021, les sages-femmes, elles peuvent prescrire des arrêts de travail de plus de 15 jours et les renouveler au même titre que le médecin, mais dans la limite de sa compétence professionnelle. Ça, c'est pour la sage-femme. Au niveau de l'infirmier en pratique avancée, il est possible qu'un infirmier en pratique avancée soit salarié d'un établissement dès lors si la prescription est réalisée dans le cadre de cette activité avec l'établissement. Cet arrêt n'est pas concerné par la mesure. Celle-ci s'applique uniquement à l'infirmier en pratique avancée prescrivant des arrêts de travail au titre de son activité libérale. Il peut prescrire, attention, des arrêts de travail jusqu'à 3 jours maximum aux patients qu'il suit dans le respect de son domaine d'intervention. Donc l'infirmier en pratique avancée il peut prescrire que 3 jours d'arrêt non renouvelables. Voilà, donc ça c'était pour les professionnels de santé qui sont habilités à prescrire des arrêts de travail. Maintenant, on va juste voir un petit peu ensemble sur comment transmettre l'arrêt de travail au niveau de l'assurance maladie. Alors, les médecins, donc tout ce qui est prescripteur qu'on vient de voir ensemble, ils ont deux solutions. Soit ils transmettent l'arrêt de travail par voie informatique, c'est ce qu'on appelle le certificat informatique qui est transmis par télétransmission, c'est-à-dire que ça arrive directement du logiciel du médecin vers les bases de données de l'assurance maladie. C'est vraiment, j'allais dire, le moyen le plus sécurisé. Alors, c'est vrai qu'on vous a mis à côté les gros avantages de la Mm, télétransmission, c'est déjà qu'il y a un respect de la transmission de l'arrêt de travail dans les 48 heures. Il faut savoir que le médecin, il transmet tous les jours, quotidiennement, les lots des arrêts de travail qu'il prescrit tous les jours. Donc, on verra après dans les obligations des des assurés, salariés. de vos salariés, qu'ils ont cette obligation de transmettre l'arrêt dans les 48 heures. Si c'est par voie informatique, c'est le médecin qui télétransmet directement et il y a déjà ce respect des 48 heures. Deuxième élément, c'est bien sûr la clarté des Mm, éléments. Je pense que vous avez déjà eu des arrêts de travail sous format papier. Effectivement, parfois, l'écriture, elle n'est pas toujours lisible entre un 18, un 16, un 10. On n'arrive pas trop à lire, c'est un petit peu sujet à interprétation. Là, comme c'est par voie informatique, tous les éléments sont saisis par le médecin directement. Il n'y a pas d'interprétation possible, donc c'est vraiment plus clair au niveau des éléments transmis. Et bien sûr, ça permet de lutter contre la fraude, parce que le médecin, il se connecte avec sa carte de professionnel. C'est transmis par liaison informatique. Il n'y a pas de possibilité, j'allais dire, de modifier les dates de façon manuscrite. Là, tout est transmis directement du logiciel du médecin vers les bases de données CPM. Donc, c'est vraiment fiable. Autre solution, s'il ne fait pas de télétransmission, à ce moment-là, il va faire un CERFA papier. Par contre, on va y revenir un petit peu plus longuement mm. dans un instant. Tout ce qui est format papier maintenant doit impérativement être fait sur un CERFA sécurisé. On y reviendra un petit peu tout de suite, dans quelques minutes. Mais à savoir que si c'est sur un CERFA papier, bah, du coup, le médecin il va transmettre les volets 1, 2 et 3 à l'assuré et votre salarié, du coup, aura 48 heures pour nous transmettre l'arrêt de travail papier, du coup, papier sécurisé. On va y revenir dans un instant sur les obligations. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que depuis le 1er septembre, maintenant, c'est obligatoire. Il faut que les médecins prescrivent sur un CERFA sécurisé. Mm. Tous les anciens CERFA qui ne sont pas sécurisés sont rejetés. En fait, ils ne sont plus recevables par nos organismes d'assurance maladie. On rappelle du coup que les scans et photocopies, elles ne peuvent pas être acceptées et sont rejetées également. En fait, dès qu'on en reçoit, on va du coup les renvoyer à votre salarié pour qu'il puisse demander un arrêt de travail rectificatif établi sur un CERFA sécurisé par son médecin. On rappelle que CERFA sécurisé, il y a des bandes fluorescentes, il y a Oui, des petits hologrammes et que forcément, s'ils nous transmettent des photocopies, nous, on n'a peut-être plus possibilité de voir si c'est un arrêt véritable ou si c'est un arrêt frauduleux. frauduleux. Donc, impérativement, toujours nous transmettre le volet A original. Voilà, ce qui est vraiment important à retenir, c'est que ce nouveau surface sécurisé, ça permet vraiment de diminuer les risques de fraude et de falsification. Et ça permet aussi de fiabiliser les informations transmises par le prescripteur. À savoir aussi, je fais juste une petite précision, ce CERFA sécurisé, donc c'est obligatoire depuis le 1er septembre, mais à savoir que normalement, c'était déjà obligatoire au 1er juillet 2025, sous le format papier sécurisé. Par contre, le temps j'allais dire, de transmettre, Livrer tous les livrer, tout médecins. à fait, Voilà. voilà, Oui. il y avait une tolérance qui était appliquée jusqu'au 31 août, c'est-à-dire que on avait déjà des CERFA sécurisés Mm. qu'on réceptionnait déjà au 1er juillet, depuis juillet-août, mais si on recevait encore des anciens serpents, on les recevait parce qu'on avait une petite tolérance pendant l'été. Par contre, impérativement, cette tolérance a pris fin au 31 août et depuis le 1er septembre,
tous les arrêts qui sont réceptionnés hors CERFA sécurisé sont renvoyés à l'assuré pour demander un CERFA sécurisé. Petit rappel, seulement le volet 1 est sécurisé. Les volets 2 et 3, eux, restent inchangés. Donc, il n'y a pas de possibilité pour nous de voir si c'était un arrêt véritable ou pas. Donc, nous, il nous faut vraiment, côté administratif, le volet 1. Du coup, je rebondis sur la question de Nathalie qui nous demande comment les employeurs peuvent reconnaître les CERFA sécurisés sur le volet 3. Malheureusement, Nathalie, vous ne pourrez pas le voir si c'est bien un CERFA sécurisé, hein, le volet 3 reste inchangé pour vous. Mais nous, en caisse primaire, le volet 1, du coup, va être vraiment important et on pourra mesurer les éléments de contrôle. En fait, si vous voulez, vous, à votre niveau en tant qu'employeur, la procédure reste inchangée, c'est-à-dire que si vous avez un doute sur le CERFA, il faut nous faire un signalement à l'organisme de sécurité sociale de votre salarié. Et puis nous, après, derrière, il y aura une investigation côté des fraudes. Mais c'est vrai que vous, en tant qu'employeur, vous ne pourrez pas voir si ça a été fait sur un CERFA sécurisé ou non. Du coup, on avance peut-être Oui, juste pour pardon, finir le tu as CERFA raison. sécurisé. Il y a eu quelques petites modifications sur le CERFA sécurisé. On vous a mis ici. Au fait, actuellement, il y a deux CERFA sécurisés, hein. Il y a alors au niveau des formulaires, il y a le numéro 10 170 07 et 10 170 08. 08. Alors, le 07, on vous l'a mis ici. C'est ce qu'il y avait un petit peu sur les anciens formulaires non sécurisés. C'est-à-dire que le médecin, il devait cocher sans rapport en rapport, donc si c'était avec une ALD, pour la pathologie grossesse, un accident de travail ou un décès. Aujourd'hui, donc, ce formulaire existe par voie sécurisée, mais il existe aussi un nouveau formulaire sécurisé où le médecin a juste à cocher s'il souhaite mettre en rapport. Et parfois, c'est vrai que les médecins, ils avaient pour réflexe de toujours cocher sans rapport. Et du coup, parfois, sur ce volet, donc le 08, eh ben, ils cochent tout. Et nous, forcément, si tout est coché, ben, on va être obligé de le retourner parce que nous, il faut qu'on sache en quoi est lié l'arrêt de travail. Parce que s'il nous met que c'est un arrêt qui est lié avec une ALD, une pathologie, un AT et en plus un décès, on se doute bien que forcément l'arrêt ne peut pas être lié à toutes les pathologies ici. Donc nous, si on en a un qui par défaut est complètement coché, bah, du coup on va être obligé de le retourner au médecin pour lui demander à ce qu'il clarifie est-ce que c'est en rapport ou non avec une ALD, une pathologie grossesse, un AT ou une MP ou éventuellement avec un décès d'un enfant de moins de 25 ans. Ce qui est important, ce qui peut peut-être vous impacter, c'est que si jamais vous subrogez et qu'on a fait un retour au médecin, bah, le délai de paiement risque d'être allongé parce qu'on est obligé d'attendre un arrêt rectificatif fait sur un CERFA sécurisé pour clarifier est-ce que l'arrêt est en rapport ou non avec ces différentes pathologies. Voilà au niveau du CERFA sécurisé. Voilà, alors on vous a mis un petit peu les modèles, hein, donc à gauche, vous voyez que le CERFA est sécurisé, hein, on vous a mis euh, les points de contrôle, hein, les Mm. hologrammes, comme disait Mathieu, les bandes oranges. Donc, il faut savoir que les volets 1, on voulait faire un petit peu le distinguo pour que vous compreniez bien le volet 1 et 2, l'importance du volet 1 et 2, parce que pour nous, le volet 1 et 2 mentionnent les éléments médicaux, pardon. Donc, vous, les employeurs, à droite, vous ne le voyez pas. Ce que vous voyez juste, c'est si c'est en rapport avec un état pathologique de grossesse ou si c'est en rapport avec un accident de travail. Par contre, nous, il y a une énorme importance que l'on sache si c'est en rapport notamment avec une ALD, hein, puisque on va le rappeler tout à l'heure, dans le cadre d'une ALD, le délai de carence ne s'applique qu'une fois. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour vous montrer, hein, le volet 1 et 2 que nous réceptionnons. Donc le volet 3, ne nous l'envoyez jamais. Il va être inexploitable par la caisse primaire. Le volet 1 papier qui est transmis hors canal postal, c'est-à-dire que le salarié décide de nous envoyer par mail son volet 1 sécurisé, on ne pourra pas le prendre, ou l'employeur qui transmet pour son salarié le volet 1 par mail à la caisse primaire, c'est pareil, on ne peut pas le prendre, puisque les points de contrôle, en fait, ne pourront pas être vraiment contrôlés. Voilà au niveau des deux arrêts de travail. Alors, on va faire un petit point sur les arrêts qui sont prescrits en téléconsultation. Donc, il faut savoir déjà qu'un arrêt de travail, en règle générale, prescrit en téléconsultation, sont limités à 3 jours au maximum, sauf si l'arrêt de travail prescrit en télémédecine est fait par le médecin traitant déclaré à la sécurité sociale. Si l'assuré est dans l'impossibilité de voir son médecin traitant,
il doit quand même nous justifier pourquoi. Hein. C'est pas parce que, il fait une téléconsultation et qu'il nous dit j'ai pas pu voir mon médecin traitant. Il doit quand même nous justifier de pourquoi il n'a pas pu le voir. La sage-femme référente, elle peut prescrire un arrêt de travail de plus de 3 jours, même en téléconsultation. Par contre, uniquement des arrêts de travail en cas de grossesse non pathologique, comme on le disait tout à l'heure, ou dans le cadre d'une interruption volontaire de grossesse médicamenteuse. Deux points qui ne permettent pas d'obtenir un arrêt de travail supérieur à 3 jours en téléconsultation. Donc, les médecins spécialistes ne font pas partie des exceptions prévues par le législateur et ne peuvent donc pas prescrire d'arrêt supérieur à 3 jours lors d'une téléconsultation. Ça, c'est important que vous le sachiez déjà. Les prescriptions à temps partiel thérapeutique, c'est pareil. En téléconsultation, elles sont limitées à 3 jours. Donc, si votre salarié vous donne un arrêt temps partiel thérapeutique prescrit en téléconsultation de 1 mois, ça ne sera pas recevable. Les contrôles faits par la CPAM, donc il faut savoir que nous, on met en place des contrôles, notamment au niveau des téléconsultations. Dès lors que l'arrêt de travail est supérieur à 3 jours et qu'il n'est pas et qu'il ne rentre pas dans les conditions d'exonération de ces 3 jours, il sera donc non indemnisable dans son intégralité. Un courrier sera donc envoyé à l'assuré et à l'employeur. Alors, petit point maintenant au niveau, maintenant qu'on a un petit peu vu tout ce qui était arrêt de travail, on va faire un petit peu un point sur la date de départ de l'arrêt de travail. Donc, on le rappelle toujours, c'est cette règle qui est, on va dire, générale. L'arrêt de travail démarre toujours à la date de l'examen médical qui constate une incapacité de travail. Concrètement, le médecin qui reçoit son patient le 2 mars 2025 et qui souhaite lui prescrire un arrêt de travail doit dater l'arrêt à partir du 2 mars 2025. Donc, il va dater en bas la date d'élaboration, il mettra à partir du 2 mars 2025. Donc, ça, c'est la règle générale de base. Par contre, attention, il y a quand même une petite tolérance qui a été autorisée au niveau de la CNAM, au niveau de la Caisse nationale. C'est que de manière très exceptionnelle, dans le cas où le patient n'a pas pu rencontrer son médecin traitant parce qu'il n'y avait peut-être pas de rendez-vous disponible, que le cabinet était fermé ou autre, il y a un petit délai de tolérance, c'est-à-dire qu'il est possible que le médecin date l'arrêt 1 ou 2 jours avant la date de l'examen médical ou éventuellement au lendemain. Par contre, au-delà de ce délai, le médecin ne pourra pas antidater ou postdater. C'est vrai que souvent, on a des demandes des employeurs en disant mon salarié, il m'a transmis un arrêt aujourd'hui, mais il était déjà daté de hier ou avant-hier. Attention, c'est autorisé, c'est-à-dire que 1 ou 2 jours avant, c'est OK, ou au lendemain. Donc concrètement, ici, si le médecin, il, il y a une consultation le 2 mars et que l'assuré dit, voilà, moi, mon état, j'étais déjà pas bien. Hier, j'ai pas pu aller travailler, j'ai pas pu vous rencontrer parce que le cabinet était fermé ou que j'ai pas pu avoir de rendez-vous. Il faudrait déjà dater l'arrêt au jour d'avant. Le médecin, du coup, pourra faire démarrer l'arrêt à partir du premier. Par contre, si c'est un arrêt papier, il faudra impérativement que le médecin mette tout en bas la date d'élaboration, c'est-à-dire le 2 mars, et il faudra qu'il note en dessous, je fais démarrer l'arrêt à partir du 1er mars. Voilà, donc la règle, c'est toujours la date de l'examen médical, mais il y a une petite tolérance, 1 ou 2 jours avant, ou éventuellement il peut dater au lendemain. Au niveau des Ouais. prolongations. Alors, on va parler un petit peu de la tolérance. Donc là, c'est important. Lorsqu'un avis de prolongation ne succède pas à l'arrêt initial, il existe ce qu'on appelle une tolérance qui permet donc de rattacher cette prolongation à l'arrêt initial et de couvrir les jours de la période d'intervalle. Donc attention, tolérance veut dire que l'on va combler, on va couvrir les jours, mais on ne va plus les indemniser. On va vous donner un exemple, ça sera plus parlant. Ça, c'est un changement. Alors, c'est un nouveau changement qui date de, il y a De septembre, ouais, voilà, septembre. septembre. Donc, pourquoi est-ce qu'on a changé ces règles de tolérance? Avant, c'est vrai que les week-ends, on les comblait et on les payait. Là, on a changé ces règles de tolérance afin d'harmoniser le traitement des dossiers des travailleurs salariés avec les professions libérales indépendantes et de se conformer à la réglementation en vigueur. Donc, voilà pourquoi maintenant, on a un petit peu changé nos pratiques. Donc, on va vous donner les différents cas. Donc là, on va être dans le cas numéro 1. On a une interruption de travail qui est inférieure ou égale à 48 heures. Week-end ou 2 jours en semaine, férié ou non, entre le dernier jour de l'arrêt de travail initial et la date de début de prolongation d'arrêt de travail. On va prendre l'exemple. On a un premier arrêt de travail initial du 13 au 15, du mercredi au vendredi,
et votre salarié vous présente une prolongation le lundi 18, donc du 18 au 21. Qu'est-ce qu'on voit? Bah, donc, il y aura déjà une carence qui va être appliquée sur le premier arrêt, du 13, 14, 15, une carence. Ensuite, on n'a rien le samedi, dimanche, et on a une prolongation à compter du 18. Donc, il n'y aura pas d'indemnité journalière versée le samedi et dimanche, donc des indemnités à zéro. Et on va reprendre le versement des indemnités journalières à compter du 18, sans réappliquer de délai de carence, parce que là, on est sur une interruption inférieure ou égale à 48 heures. Donc là, il ne va pas être nécessaire du tout de fournir une nouvelle attestation. On va rattacher la prolongation, on va combler, on ne payera pas les 2 jours, inférieur ou égal à 48 heures, mais pas de nouvelle attestation de salaire. Ça, c'est le premier cas. Le cas numéro 2, c'est lorsque l'interruption de travail, elle est supérieure à 48 heures. Donc, dès qu'un écart de 3 jours est constaté entre 2 arrêts, une nouvelle carence va être générée sur la période à indemniser. L'arrêt de travail va être considéré comme un arrêt de travail initial. Du coup, vous, employeur, il va falloir nous faire une nouvelle attestation de salaire en mentionnant un nouveau dernier jour de travail. On va reprendre notre exemple. Arrêt du vendredi, samedi, dimanche, lundi. Votre salarié vous donne une prolongation qu'au vendredi. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on a 3 jours sans prescription du tout. Donc, on va appliquer une carence le 15, 16, 17. On va avoir la prolongation au 22. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Vous, employeur, il va falloir nous faire une nouvelle attestation de salaire avec un dernier jour de travail au 21. Et malheureusement, on va réappliquer un délai de carence le 22, 23, 24. Là, on va parler du nouvel arrêt de travail. Lorsqu'un nouvel arrêt de travail arrive, donc nouvel arrêt d'arrêt de travail, c'est case initiale cochée sur le formulaire d'arrêt de travail ou alors l'hospitalisation ne succède pas immédiatement à l'arrêt de travail précédent. Ben là, il ne peut pas être considéré comme une prolongation de l'arrêt de travail initial, même s'il n'y a pas eu de reprise d'activité. Là où les journées non prescrites ne seront donc pas indemnisées et on va réappliquer un nouveau délai de carence. Vous devrez donc établir 2 attestations de salaire en reportant toujours la veille de chaque arrêt de travail comme dernier jour de travail. On prend un exemple. On a une fin de première prescription d'arrêt le vendredi 22. Donc, vous aviez un arrêt initial jusqu'au vendredi 22. Le lundi, on reçoit, attention, pas une prolongation, mais un initial. Nouvelle prescription initiale ou hospitalisation le lundi, donc le 25. Qu'est-ce qui va se passer? Ben là, comme on repart en initial, il va falloir faire 2 attestations de salaire. La deuxième, il faudra indiquer un dernier jour de travail au 24 novembre. Il faut savoir également qu'un écart entre 2 hospitalisations ne peut pas être comblé, même s'il n'y a qu'une journée. Du lundi au mercredi, vous avez une hospitalisation et à compter du vendredi, on a une nouvelle hospitalisation. On ne comblera pas les 2 jours. Il n'y a pas de comblement non plus entre les arrêts de travail à temps partiel thérapeutique et un arrêt à temps complet. Par exemple, vous avez un arrêt initial jusqu'au vendredi et un temps partiel qui débute le lundi. Les 2 jours, on ne va pas les combler, les 2 jours de week-end. En cas d'interruption entre 2 prescriptions à temps partiel thérapeutique, alors là, on est vraiment sur du temps partiel thérapeutique. Si l'interruption entre le temps partiel initial et la prolongation de temps partiel, elle est inférieure à 2 jours, là, on comble sur du temps partiel. Moins de 2 jours, on peut combler et on indemnisera. Par contre, si l'interruption entre le temps partiel initial et la prolongation de temps partiel, elle est supérieure à 2 jours, là, on ne comblera pas. Ça sera des indemnités à zéro. Voilà au niveau des tolérances et des arrêts de travail. On Oui, va prendre deux, trois petites oui. questions peut-être. Alors, on va regarder parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup, beaucoup de Beaucoup, on va peut-être questions. pas tout répondre. Déjà le petit bulletin d'hospitalisation. Alors, Julie, effectivement, vous nous demandez, est-ce que l'agent doit demander tous les jours à l'hôpital le bulletin d'hospitalisation? Donc non, en règle générale, il peut le demander à la sortie où l'hôpital va lui mettre la date d'entrée et la date de sortie. Donc nous, ça va suffire une fois. Il faut juste pas que votre salarié oublie en sortant de demander son bulletin d'hospitalisation. À savoir également pour les bulletins d'hospitalisation, l'hôpital, en fait, il va remettre un bulletin d'hospitalisation. Et bien souvent, en fait, les salariés, ils vous le donnent à vous, employeur.
et ils oublient de nous le donner parce qu'en fait, ils en ont reçu qu'un. Donc, ils vous le donnent à vous. Donc, il faut rappeler à vos salariés qu'il faut aussi nous le donner. Mais vous, employeur, si vous êtes super sympa avec vos salariés, vous pouvez aussi le déposer sur le compte employeur, hein. Si vous le recevez, pour être sûr, déposez-le nous sur le compte entreprise, sur Net Entreprise. Alors après, il y avait des questions sur le CERFA sécurisé. Donc, qu'est-ce qui se passe si on reçoit un CERFA non sécurisé sur un ancien CERFA Ouais, après le 31 août 2025? Ben, on l'a dit, hein, ils sont plus recevables. ouais. Sinon, on en réceptionne au-delà du premier, à partir du 1er septembre sur les anciens. On va être obligé de retourner l'ancien formulaire au salarié pour demander à ce qu'il fasse établir par le médecin le même arrêt de travail, mais sur un CERFA sécurisé. Et pareil, hein, il y avait une Ah, question, si pardon. on ne reçoit pas le volet numéro 1 sécurisé, pas de contrôle possible. Bah, effectivement, hein, si on n'a pas le volet 1, nous d'office, on retourne à l'assuré et on lui demande à ce qu'il nous transmette toujours le volet 1 sécurisé pour qu'on puisse enregistrer l'arrêt et faire les contrôles nécessaires pour s'assurer que ce CERFA sécurisé est bien un vrai CERFA sécurisé. Alors, du coup, on va reprendre peut-être en haut. Mathieu, tu me dis. Alors, pourquoi certains arrêts télétransmis ont un numéro de télétransmission et d'autres pas? Alors, ça, on n'a pas vraiment d'explication. C'est peut-être par rapport au logiciel des médecins. On ne pourra pas vous dire pourquoi, mais dès lors que c'est télétransmis, chez nous, ça va être du fiable, hein. C'est les médecins qui télétransmettent, donc il n'y a aucun souci. Alors, il y a une question aussi sur la téléconsultation. Nous, enfin plutôt une remarque, nous devons aussi faire face à une multitude d'arrêts en téléconsultation de 1 à 3 jours. Sachez que nous, il y a des requêtes, hein, en Ouais, interne, hein, pour justement stopper les arrêts, c'est-à-dire le salarié qui a un arrêt de 3 jours en téléconsultation, qui retourne à l'issue des 3 jours, qui refait un autre arrêt de téléconsultation, à l'issue refait. Il y a des requêtes, hein, ouais, qui qui sont de sortent notre chez nous. côté. Tout à Pareil, fait. à savoir aussi qu'on fait énormément de lutte contre le nomadisme, hein, médical, Tout à fait. c'est-à-dire les assurés qui vont sur plusieurs plateformes de téléconsultation la même journée jusqu'à avoir l'arrêt de travail. Il y a des requêtes qui tournent et on fait des courriers, hein, qui partent, hein, pour informer que voilà, la téléconsultation, c'est bien, mais si c'est pour se connecter sur 5 sites différents jusqu'à avoir un arrêt de travail, c'est pas bon. Il y a des contrôles de notre côté aussi Mm. sur ces cas-là, hein. Ouais. Il y avait une question justement en ce sens, certains employeurs n'arrivent plus à contrôler les CERFA transmis par les salariés qui ont consulté des médecins sur les applications Livim et Dadom. Certains de ces CERFA transmis ne sont pas signés sur le volet 3. Euh, alors, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, avec Mathieu, dès lors que vous avez un doute sur un arrêt de travail, nous, on va faire les recherches, hein, déjà sur les volets 1, sur les téléconsultations. On a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place chez nous. Mais légitimement, en tant qu'employeur, si vous avez un doute, il ne faut pas hésiter à nous le signaler. Il y aura une adresse mail qu'on vous communiquera à la fin. Je ne sais pas si on l'a mis dans le webinaire et on répond d'ailleurs à une autre question. Il y a vraiment l'adresse mail signalement.employeur. Alors, je ne sais pas si vous l'avez tous, mais on vous la communiquera tout à l'heure. Il faut passer par cette adresse mail. Vous nous précisez bien les doutes que vous avez sur la légitimité de l'arrêt, dès que vous avez un doute. Il y a juste aussi quelques questions sur la date de départ en nous Ah, demandant si on consulte en fin de journée ou à l'issue du poste, c'est-à-dire par exemple le 2 mars, consultation le 2 mars à 20 heures. Est-ce que l'arrêt commence le 2 mars? Alors effectivement, en fait, c'est un petit peu au choix du médecin, soit il date l'arrêt au 2 mars, soit il peut déjà le dater comme le poste est terminé au lendemain, c'est-à-dire au 3 mars. Dans tous les cas, nous, la journée du 2 mars ne sera pas indemnisée parce que même si le médecin date au 2 mars, vous, il quand aura vous allez faire travaillé. l'attestation de salaire, vous allez indiquer que le salarié a travaillé le 2 mars. Donc, nous, l'indemnisation commencera le 3 mars. Après, le médecin il peut dater au 2 mars ou au 3 mars en fonction de, j'allais dire, de toute façon, le poste est fait. Donc, quand on aura l'attestation de salaire, au niveau du dernier jour de travail, on démarrera l'indemnisation au lendemain. Donc, c'est un petit peu au choix du médecin. C'est Il ça. peut dater le date du 2 mars, mais il peut déjà même j'allais dire post-daté au lendemain et daté au 3 mars. Alors, est-ce qu'on continue ou on prend encore les questions? Alors, on va peut-être avancer parce que c'est Oui, vrai qu'on c'est a un vrai. programme chargé Chargé, à on aborder. répondra et On reprendra les questions en fin de webinaire pour ceux qui ont encore le temps de rester avec nous. On reprendra l'ensemble des questions. Du coup, on passe sur la partie 2, les obligations, donc aussi bien de vos salariés que de vos employeurs, parce que chacun a des obligations. Donc, on va déjà démarrer par les obligations de vos salariés. Donc, à savoir que pendant un arrêt de travail, hein, votre salarié, bah, il a l'obligation de respecter, hein, les heures de sortie
ou de présence autorisée par le médecin. À savoir, hein, petite précision, les temps partiels thérapeutiques et les congés maternité ne sont pas impactés par cette mesure, hein, du respect des heures de sortie ou de présence obligatoire. Petite précision, les heures de présence obligatoire au domicile, c'est de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures, sauf si éventuellement le patient, c'est-à-dire votre salarié, a besoin de s'absenter pour un examen ou, médical ou un rendez-vous médical. Et cette présence obligatoire, elle court aussi les samedis, les dimanches et les jours fériés. Le médecin peut aussi autoriser à des sorties libres, hein, sans restriction horaire. À savoir que nous, au niveau assurance maladie, j'allais dire, il y a des contrôles et on demande au médecin de ne pas, enfin, de limiter au minimal, hein, de prescrire enfin, de prescrire des arrêts avec des autorisations de sortie sans restriction horaire. Deuxième obligation, vos salariés doivent se soumettre aux convocations du service médical. Si jamais il ne se présente pas une convocation médicale, il y a une suspension des indemnités journalières à compter de la date de la convocation médicale. Concrètement aussi, si vous subrogez et qu'il n'y a plus d'indemnité journalière parce que votre salarié ne s'est pas présenté, vous avez une notification employeur. Par contre, sur la notification, il n'y a pas le motif, c'est-à-dire qu'on va juste vous indiquer qu'il y a une suspension des indemnités journalières, on ne vous dira pas le pourquoi. Après, il y a une notification détaillée qui part toujours à l'assuré. On lui expliquera que comme il ne s'est pas présenté à la convocation médicale, les indemnités sont suspendues à compter de tel jour. Voilà, mais vous, employeur, vous avez tout de même une notification. Si vous subrogez, il n'y aura juste pas de motif. Troisième obligation, alors ça c'est un petit peu la plus importante, c'est qu'il doit s'abstenir, hein, de faire toutes les activités non autorisées pendant un arrêt de travail. On rappelle que si, il y a un arrêt de travail, c'est que son état de santé n'est pas compatible avec une activité, hein, professionnelle ou non professionnelle. C'est pas pour qu'il fasse une autre activité professionnelle à côté. Donc l'inobservation de cette règle, hein, elle entraîne bien sûr la retenue totale des indemnités journalières, hein, dès le premier jour de l'arrêt de travail. Et en plus, l'assuré est passible d'une pénalité financière. C'est vraiment une fraude si votre salarié exerce une autre activité pendant son arrêt de travail. Donc, si vous avez connaissance, hein, d'un cas comme ça, il faut nous le signaler. Et bonne nouvelle au niveau des fraudes, on profite pour en parler un petit peu parce que c'est vrai que bien souvent, en tant qu'employeur, vous nous demandez, bah, nous, on aimerait bien être informés dès qu'il y a une fraude qui est avérée et que vous détectez une fraude au niveau de l'assurance maladie, nous, en tant qu'employeur, on aimerait bien informer parce qu'il y a le maintien déjà des 3 premiers jours de salaire dans le cadre du régime local. Au-delà, il y a le maintien du complément de salaire et potentiellement, si c'est une fraude et que c'était un arrêt qui n'était peut-être pas justifié, un arrêt frauduleux, ben, on aimerait être informé en tant qu'employeur pour pouvoir prendre des mesures disciplinaires. À savoir que voilà, aujourd'hui, hein, le texte de loi est passé. Dès qu'on aura une fraude au niveau assurance maladie, hein, que ça soit un faux arrêt de travail, une modification des dates par vos salariés ou un justificatif dans le but d'avoir des indemnités journalières ou éventuellement on travaille pendant un arrêt de travail, dès qu'il y a une fraude qui va être constatée, il y aura du coup un courrier qui partira à l'employeur. Alors attention, je précise juste une petite précision, c'est que ce courrier qui vous informe de la fraude, il partira vraiment en fin de procédure de la fraude, c'est-à-dire que nous, hein, il y a toujours des recours, hein. Il y a déjà tout un délai d'investigation. Après, il y a un courrier qui va partir à l'assuré pour l'informer qu'une fraude a été détectée et qu'elle est avérée. Il y a éventuellement des explications de votre salarié, hein, donc il y a toujours des voies de recours. Et c'est vraiment à la fin de la procédure de fraude, dès qu'il n'y a plus de voie de recours possible et que la fraude elle est caractérisée, à ce moment-là, vous aurez un courrier pour vous informer que voilà, l'arrêt de telle période à telle période était frauduleux. Enfin, vous aurez un courrier en fin de procédure des fraudes de notre côté. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle parce que on avait pendant longtemps les employeurs qui venaient vers nous demander, ben, on aimerait être informé dès qu'il y a une fraude. Et bien dorénavant, vous aurez un courrier en fin d'instruction de la fraude, vous aurez ce courrier d'information. Et dernière obligation, hein, je reviens sur les obligations du coup de vos salariés. La dernière obligation, c'est qu'il doit nous transmettre les volets 1 et 2 dans les 48 heures. Il y a vraiment ce délai d'envoi sous 48 heures. Si jamais il ne respecte pas, ben, on va faire des avertissements et des sanctions, donc soit de moitié, 50%, soit de 100%. Je vais y revenir dans un instant, à savoir qu'attention, hein, le volet 3 de l'employeur est inexploitable par la science maladie. Ce délai de 48 heures, hein, c'est pas pour embêter vos salariés, c'est tout simplement que nous, il faut qu'on ait l'arrêt
le plus rapidement possible, déjà pour pouvoir indemniser, hein, s'il n'y a pas de subrogation, le plus rapidement possible, mais c'est aussi pour nous permettre, nous, CPM, de faire des contrôles administratifs, hein, pour voir si le salarié déjà respecte les heures de présence obligatoire au domicile, et éventuellement de permettre au service médical de faire des contrôles médicaux. Donc, c'est pas pour embêter, c'est tout simplement que nous, il faut qu'on ait l'information le plus rapidement possible que votre salarié est en arrêt de travail pour pouvoir exercer nos droits au contrôle administratif et médicaux. On fait juste un petit focus rapide, hein, sur les sanctions, hein. Donc, comme je l'ai évoqué, hein, votre salarié doit nous transmettre l'arrêt sous 48 heures, à savoir que si c'est par voie de télétransmission, c'est le médecin qui transmet automatiquement, hein, de son logiciel vers nos bases de données. Donc, ce délai est respecté. Par contre, si c'est un arrêt papier, il faut que votre salarié nous transmette sous 48 heures. C'est prévu, hein, par l'article R321-2 du Code de la sécurité sociale. À savoir que nous, côté CPM, on n'est pas méchant, on a un délai de tolérance, hein, c'est vraiment au niveau national, c'est le même délai pour toutes les CPM qui permet de prendre en compte déjà ce délai d'envoi de 48 heures et en plus le délai d'acheminement et de traitement. Donc nous, en fait, quand on va réceptionner un arrêt de travail, on va regarder le laps de temps entre le début de l'arrêt de travail et un délai, hein, qu'on ne pourra pas vous donner et un délai, hein, de plusieurs jours pour voir s'il y a un respect de l'envoi de 48 heures ou non. Qu'est-ce qui se passe si l'arrêt est réceptionné au-delà de ce délai de tolérance qu'on applique? Et bien à ce moment-là, on va appliquer des avertissements et des sanctions. Je précise, les bulletins d'hospitalisation, hein, ne sont pas sanctionnés, étant donné que le bulletin d'hospitalisation, bien souvent, bah, le salarié est hospitalisé, donc n'est pas dans la capacité de nous le transmettre dans les 48 heures. Et en plus, parfois, les hôpitaux transmettent à la sortie, donc transmettent juste un bulletin de sortie. Donc, des bulletins d'hospitalisation ne seront jamais sanctionnés ou considérés comme tardifs. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup si on a un premier arrêt qui nous arrive tardivement, hein, que ce soit un arrêt initial ou une prolongation? Si c'est envoyé hors délai, la première fois, on envoie simplement un avertissement à l'assuré pour l'informer que voilà, on a réceptionné un premier arrêt tardif et que si ils nous transmettent d'autres arrêts tardifs à ce moment-là, et on va appliquer des sanctions 50% ou 100%. Je précise que l'avertissement, il dure 24 mois. Donc, si dans ce délai de 24 mois, il y a d'autres récidives, des arrêts tardifs, à ce moment-là, on va appliquer des sanctions. On va prendre du coup le deuxième cas, hein. Donc, du coup, votre salarié est récidive. Dans les 24 mois, après un premier avertissement, il nous transmet cette fois-ci un deuxième arrêt tardif. Donc là, on va distinguer deux choses. Est-ce que ce deuxième manquement, est-ce que l'arrêt est réceptionné avant la date de fin ou est-ce qu'il est réceptionné après la date de fin, c'est-à-dire il est réceptionné après sa date de fin, c'est-à-dire qu'il est échu. Donc, premier cas, l'arrêt court toujours, il est réceptionné avant la date de fin. À ce moment-là, on fera une sanction 50%, c'est-à-dire que le montant des indemnités journalières afférentes entre la période de la date de prescription, c'est-à-dire le début de l'arrêt de travail, jusqu'à la date d'envoi, sera sanctionné à 50%. On précise, hein, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il a l'incapacité de transmettre son arrêt de travail. Par contre, si l'arrêt de travail est réceptionné après sa date de fin, c'est-à-dire qu'il est échu, là, à ce moment-là, on fera directement une sanction 100%. L'arrêt ne sera pas indemnisable dans la totalité. Ce qui va se passer aussi, c'est que si jamais vous subrogez, on fera un courrier d'information à vous, employeur. Alors, on ne vous expliquera pas toujours le motif, on vous informera juste que les indemnités de telle période à telle période seront diminuées de 50% ou seront suspendues sur la période. Vous aurez juste un courrier d'information, mais il n'y aura pas le motif de la raison du pourquoi il n'y a pas d'indemnité ou pourquoi c'est suspendu à 50%. Et après, je poursuis, hein. Si après, il y a encore d'autres manquements, D'accord. donc dans les 24 mois, à partir du troisième, là, du coup, on fera même plus de distinguo. Est-ce que l'arrêt est toujours en cours ou est-ce qu'il est terminé? Là, ça sera une sanction 100% sur toute la période de l'arrêt de travail. Et pareil, il y aura un courrier qui partira à vous, employeur. Donc ça, c'était les obligations côté assuré, côté de vos salariés. Côté employeur, on rappelle, vous aussi, vous avez des obligations. Donc, au fait, vous, vos obligations, ça va être d'établir toutes les attestations de salaire pour nous permettre l'étude des droits et le versement des indemnités journalières. Donc, vous avez l'obligation, hein, c'est vraiment aussi prévu par un article de loi, hein, c'est le R 323-10 du Code de la sécurité sociale. Il faut que vous fassiez les attestations de salaire. Donc, l'attestation de salaire, vous pouvez la faire par flux DSN. Nous, c'est ce qu'on préconise parce que c'est beaucoup plus rapide, plus fiable pour vous au niveau employeur. Après, si jamais vous n'avez pas encore passé au signalement DSN,
vous avez toujours la possibilité de faire une attestation manuelle sur Net Entreprise, mais c'est beaucoup plus long parce qu'il y a 8 étapes, qu'il faut que vous calculez les salaires, que vous cherchez les heures. C'est beaucoup plus long au niveau de la saisie par rapport au signalement DSN. Autre attestation que vous devez faire, c'est l'attestation de plus de 6 mois. On le verra avec Caroline, hein, au niveau des droits. À partir du 6e mois de l'arrêt de travail, il nous faut cette attestation pour qu'on puisse faire une étude et indemniser au-delà de 6 mois. Et la dernière obligation, c'est qu'il faut nous signaler toutes les reprises anticipées, c'est-à-dire votre salarié reprend avant la date de fin. À ce moment-là, il faudra nous faire une attestation de reprise anticipée pour que nous, côté CPM, on arrête le paiement le plus rapidement possible pour qu'il n'y ait pas d'indu à faire à Mm. l'entreprise s'il y a une subrogation ou à l'assuré. Vraiment, j'insiste, hein, il faut vraiment nous faire cette attestation le plus rapidement possible parce que nous, il se peut déjà qu'il y ait des paiements programmés déjà même le jour ou le lendemain de la reprise de votre salarié. Donc, il ne faut pas avoir à l'esprit de se dire, il a repris aujourd'hui, je ferai l'attestation dans les 5 prochains jours. Non, il faut vraiment nous la faire tout de suite dès que vous avez connaissance pour que nous, on puisse stopper très rapidement les indemnités journalières. Voilà au niveau des obligations. Alors, je ne sais pas si au niveau des questions, il y avait Alors, on des... a beaucoup de questions sur les prolongations, les arrêts. On va reprendre un tout petit peu. Alors, beaucoup d'employeurs nous demandent quand il y a des indemnités à zéro et que vous maintenez le salaire. En fait, c'est vrai que vous, en tant qu'employeur, vous allez maintenir le salaire. Malheureusement, il n'y aura pas de période de tolérance. Enfin, on n'aura pas rattaché. Il y aura des indemnités à zéro. Vous êtes beaucoup à nous demander que faire. Est-ce qu'on doit maintenir le salaire ou pas? Donc, la question qu'il faut, enfin, la réponse que j'ai pu apporter par écrit, c'est qu'il faut toujours se référer à votre convention collective. En fait, nous, on va jamais vous dire oui, maintenez le salaire, non, ne maintenez pas. Il faut vérifier en fait dans vos conventions collectives respectives, est-ce que vous êtes dans l'obligation de maintenir le salaire alors que la caisse primaire n'a pas indemnisé votre salarié. Nous, on ne va pas prendre parti. Alors, il y a une question aussi sur les fraudes. Donc, il y a quelqu'un qui nous demande combien de temps la procédure va durer. Alors, on Ah, n'a pas de délai, hein. Les fraudes, ça peut être très rapide, comme ça ouais. peut être très, très long, parce que nous, il faut qu'on démontre qu'il y a fraude, hein. Il y a toute une phase déjà d'investigation, mais après, nous, il faut aussi qu'on puisse démontrer qu'il y a eu fraude. Donc, on n'a pas de délai à vous donner. Ça va être vraiment au cas par cas. Et petite précision, il y a Euh, quelqu'un qui nous demande oui. aussi l'article de loi. Donc, c'était l'article L 114-9 du Code de la sécurité sociale qui, du coup, nous autorise maintenant au niveau organismes sociaux, hein, d'informer les employeurs dès qu'il y a une fraude qui est constatée. Alors, Vanessa nous dit qu'elle a fait appel à une société pour une contre-visite médicale. Le salarié était absent. Que se passe-t-il ensuite? Alors, normalement, le médecin, enfin, la société à laquelle vous avez fait appel, normalement, doit nous remettre son rapport dans un délai assez court. Elle doit remettre son rapport au médecin conseil chez nous. Et nous, effectivement, on va appliquer des sanctions. Alors, il y avait encore une autre question. Dans quel cas un employé peut-il reprendre avant la date de fin? Bah, en fait, c'est un petit peu, on rappelle que l'arrêt de travail, c'est prescrit par le médecin. Après, si l'assuré estime que finalement, le médecin a prescrit 5 jours et il estime qu'au bout de 3 jours, ça va mieux et qu'il aimerait reprendre le travail, il peut reprendre. Il n'y a rien, il n'y a pas besoin de retourner chez le médecin, de demander une autorisation. C'est au fait libre à l'assuré de voir si son état lui permet de reprendre le travail. S'il souhaite reprendre, il reprend le travail. Par contre, vous, en tant qu'employeur, il faut nous faire cette attestation pour nous informer qu'il a repris le travail. Il n'y a pas de démarche particulière à faire. C'est vraiment si le salarié se sent mieux et décide de mettre fin à son arrêt de travail et de reprendre de façon anticipée. Alors là, j'ai deux petites questions sur les fraudes. Alors, comment signaler un salarié qui travaille pendant son arrêt? Quelle preuve est nécessaire? Et Lise nous dit qu'un salarié a demandé congé pour partir en vacances, l'employeur a refusé, du coup, le salarié s'est mis en arrêt. On peut bien sûr signaler ces faits, même si le syndicat lui a répondu que c'était interdit de signaler en Alsace-Moselle. Non, vous pouvez toujours, vous, employeur, dès lors que vous avez un doute sur l'arrêt de travail, sur votre salarié, vous le surprenez à faire des matchs de foot le dimanche alors qu'il est en arrêt, vous pouvez toujours nous signaler à nous, caisse primaire. Ça, vous avez, c'est un droit. Là, vous avez l'employeur qui n'a pas accordé de congé, le salarié se met en arrêt de travail. Tout ça, vous avez le droit de le signaler à la caisse primaire. C'est légitime. Maintenant, envoyer des médecins mandatés en Alsace-Moselle chez vos salariés, c'est plus compliqué. Mais le signaler à la caisse primaire, bien évidemment que vous avez le droit. L'adresse mail, parce que tout le monde nous la demande, on va vous la donner à la fin. Il n'y a pas de souci, on vous donnera cette adresse mail.
Alors, on va peut-être Ouais, avancer du on coup va parce avancer qu'il y un a petit encore peu, il y a beaucoup de beaucoup choses. de questions. Alors, on va parler maintenant de l'ouverture de droit. Donc là, c'est quand même assez important parce que c'est ce qui va conditionner le droit aux indemnités journalières. Donc, l'ouverture de droit, elle est déterminée par le dernier jour de travail qui est indiqué sur l'attestation de salaire. Donc, on va faire un petit rappel. La règle générale, c'est le dernier jour de travail se situe toujours à la veille de l'arrêt. On a un salarié qui, le lundi 15, va chez son médecin. Vous allez nous faire une attestation de salaire avec un dernier jour travaillé le dimanche 14. Sauf, justement, comme le disait Mathieu, si votre salarié a déjà entamé sa journée. En fait, le dernier jour de travail, ça sera le dernier jour de travail réel. Votre salarié vient travailler le 15, et puis le soir, il va chez son médecin, et le médecin, il date l'arrêt au 15. Ben vous, vous allez bien indiquer qu'il a travaillé le 15. Alors, l'ouverture des droits, ça se passe comment? Pour les salariés standards, donc un salarié cas standard, l'étude pour le versement aux indemnités journalières, pour un arrêt inférieur à 6 mois, il va s'effectuer sur les heures effectuées sur les 3 derniers mois ou sur les salaires cotisés les 6 derniers mois. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, le salarié doit avoir fait 150 heures au cours des 3 mois précédant l'arrêt ou avoir cotisé sur 1015 fois le SMIC horaire. Exemple, on a un arrêt de travail le 15 juillet. Le dernier jour de travail, c'est le 14. On va donc étudier les droits d'avril, mai et juin. Est-ce qu'il a fait 150 heures? Oui, il aura droit aux indemnités journalières. S'il n'a pas fait 150 heures, ben on va remonter 6 mois avant. De janvier à juin 2025, est-ce qu'il a cotisé 1015 fois le SMIG? Oui, il aura droit aux indemnités journalières. Alors, dans le cas des arrêts supérieurs à 6 mois, attention, là, il y a une nouvelle étude qui est effectuée avec d'autres conditions. Donc, cette étude, elle va s'effectuer sur les heures effectuées ou les salaires cotisés sur les 12 derniers mois. Alors, on va reprendre notre exemple. Donc, ça, c'est pour un arrêt de plus de 6 mois, hein. On va reprendre notre exemple au 14 juillet. Qu'est-ce qui va se passer? On va donc regarder ce qui s'est passé sur un an. Alors, il y a trois conditions déjà à remplir. Il y a la condition d'immatriculation. Il faut que votre salarié soit matriculé 12 mois. Il faut étudier donc l'ouverture de droit de plus de 6 mois. Donc, soit le salarié il a fait 600 heures au cours de l'année précédente, donc de juillet 2024 à juin 2025, votre salarié doit avoir fait soit 600 heures ou avoir cotisé sur 2030 fois le SMIC. Et en parallèle, il y a aussi une condition médicale. Il faut que notre médecin conseil justifie l'arrêt au-delà de 6 mois. Donc, pour tout ce qui est arrêt supérieur à 6 mois, il y a vraiment trois conditions à remplir. Donc, nous, le système d'office, il faut savoir qu'à 6 mois, il va bloquer les indemnités parce qu'on a besoin d'étudier ces trois conditions. La demande est faite à notre service médical. Est-ce que vous justifiez toujours l'arrêt au-delà de 6 mois? Vous, employeur, vous devez nous faire l'attestation de plus de 6 mois et on vérifie la condition d'immatriculation de votre salarié. Pour les salariés discontinus, c'est presque pareil. Donc, le salarié discontinu, c'est qui? En fait, c'est des professions à caractère saisonnier ou discontinu, telles que les VRP, les intérimaires, les CESU. L'étude pour le versement des indemnités journalières, elle va s'effectuer en fait sur les 12 derniers mois. Le salarié discontinu, il doit avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois civils précédents ou des 365 jours précédant l'arrêt, ou avoir cotisé sur un salaire égal au moins égal à 2030 fois le SMIC au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt. Voilà, donc ça c'est pour les arrêts inférieurs à 6 mois, hein, on refait la petite frise, donc on étudie bien l'année précédente, 600 heures ou 2030 fois le SMIC pour les salariés discontinus. Pour les arrêts supérieurs à 6 mois, en fait, ça va être exactement la même chose. Simplement, donc on va toujours avoir l'accord médical à demander, on va avoir les 12 mois d'immatriculation à étudier et il faut que le salarié ait fait 600 heures ou 2030 fois le SMIC. Voilà pour l'ouverture des droits. On va regarder s'il y a des questions sur l'ouverture de droits. Alors, quel est le dernier jour à indiquer lorsqu'un salarié est embauché? Le 23 octobre et nous communique un arrêt maladie dès le matin de ce même jour. En fait, ça va dépendre. Est-ce qu'il a travaillé déjà le jour ou pas? Alors, s'il a travaillé, bah, il faudra nous mettre le 23 s'il est arrivé. On Ouais. rappelle, même si c'est qu'une minute, à partir du moment Alors, où il entame sa journée de travail, il faudra mettre le 23.
Ah, S'il n'a pas travaillé le 23, à ce moment-là, il faut mettre la veille. Alors, même s'il n'était pas sous contrat, il faudra mettre la veille, le hein, parce que c'est 22. la règle, hein. Il faut toujours mettre la veille de l'arrêt de travail. Par contre, au niveau des salaires et des heures, vous allez mettre zéro partout. On verra Bah, après, ben, on va le voir effectivement, tout on de va le suite. voir tout de suite. Au niveau des salaires, on verra j'allais dire, les rétablissements de salaire quand la période est incomplète au niveau des mois. Mais voilà, et nous, à savoir que pour l'étude des droits pour une nouvelle embauche, ça va se faire avec les salaires des anciens employeurs et les heures travaillées chez Chez les les anciens. anciens Donc nous, en fait, employeurs. il y a toute une étude avec le chômage. On va se placer avant le chômage, on va reprendre des salaires et des heures. Mais au fait, au niveau des droits, parce qu'on était sur les droits, tout va se faire sur les dernières activités professionnelles de votre salarié. Alors, Valérie nous demande si un salarié est en arrêt depuis mars 2025, qu'il a travaillé 1 ou 2 jours et qu'il est de nouveau en arrêt. Quelle est la date pour les 6 mois? Alors, pour les 6 mois, pour l'arrêt plus de 6 mois, votre question, elle n'est pas tout à fait claire. Valérie, si vous pouviez nous repréciser, si je comprends, vous avez un salarié qui est en arrêt en mars et puis bah, il va reprendre le travail en juin. Et après, les deux nouveaux en arrêt, il faut à chaque fois nous faire une attestation de salaire, hein, déjà, dans les deux cas, puisqu'il a repris le travail, il faut forcément nous faire une attestation de salaire en nous précisant le nouveau dernier jour de travail. Et si on arrive au-delà de 6 mois, il faudra utiliser ben, le dernier arrêt en date. Et j'ai juste une question qui est une bonne, c'est vrai qu'on ne l'a pas abordée, c'est le droit aux IJ pour les personnes retraitées qui reprennent Ah, une activité professionnelle. On ne l'a pas précisé. Au fait, si votre salarié donc, est retraité, oui. donc qu'il n'a plus d'activité professionnelle et que pendant ses droits à la retraite, il décide de reprendre une activité pour avoir un complément de salaire, hein, en complément de la retraite, il est autorisé, hein, il peut reprendre pendant sa retraite. Par contre, il faut que pendant cette activité, pendant sa retraite, elle soit ouvreuse de droits, c'est-à-dire qu'il faut également les mêmes conditions. Il faut qu'il y ait donc les 150 heures sur les 3 mois qui précèdent l'arrêt de travail ou éventuellement avoir cotisé sur 1015 fois le SMIC sur les 6 derniers Mhm. mois avant l'arrêt de travail. Petite précision aussi, on ne l'a pas dit, et c'est vrai qu'on ne l'a peut-être pas mis, il faudrait peut-être qu'on voit peut-être pour Qu'on va rajouter. rajouter. C'est important, je le dis oralement, la durée des droits pour une personne qui est retraitée et qui reprend une activité, elle a seulement le droit à 60 jours d'indemnité journalière. Je le précise parce que c'est vrai que parfois vous subrogez. Au-delà de 60 jours d'IJ, la personne n'a plus le droit. Elle a déjà une retraite. Donc, c'est vraiment en complément, l'activité professionnelle, c'est vraiment pour avoir un complément de salaire. Si elle a des arrêts de travail, nous, on va que indemniser à hauteur de 60 jours maximum sur toute la période de la carrière, j'allais dire, de la retraite. C'est-à-dire que ce n'est pas 60 jours, il reprend le travail, il a de nouveau arrêt, on re-indemnise 60 jours. Non, c'est 60 jours sur toute la période retraitée. Alors Valérie nous précise pour son arrêt, et puis après on va avancer, l'arrêt du 20 mars au 1er juillet, donc vous avez dû certainement faire une première attestation de salaire avec un dernier jour de travail au 19, c'est parfait, et votre salarié représente un arrêt à compter du 7 juillet jusqu'à aujourd'hui, donc vous allez faire une deuxième attestation de salaire, hein, puisqu'il y a eu une reprise entre les deux arrêts. La deuxième attestation de salaire, ben, vous allez indiquer un dernier jour de travail au 6 juillet. Si l'arrêt se maintient au-delà de 6 mois, l'attestation de plus de 6 mois, il faudra bien indiquer un dernier jour de travail au 6 juillet. Le premier étant inférieur à 6 mois, il n'y a pas besoin de faire d'attestation de Voilà. salaire. Il y a une reprise. C'est si le nouvel arrêt arrive à 6 mois qu'il faudra faire l'attestation de plus de 6 mois. Voilà, on va passer à la suite parce qu'on a encore plein de questions et on les reprendra après. Oui, alors je Ah, vais vite reprendre donc du coup les salaires qui vont permettre voilà. le calcul. Donc moi je vais vous expliquer un petit peu les salaires. Caroline vous expliquera le calcul de l'indemnité journalière. Alors les salaires qui sont pris en compte pour le calcul donc correspondent à la période de référence. Donc comme on l'expliquait, si c'est un salarié standard mensualisé, on va se baser sur les 3 derniers mois. Par contre, si c'est un intérimaire, un VRP, tout ce qu'on appelle les cas particuliers, hein, les cas discontinus, là à ce moment-là, on va faire le calcul sur les 12 derniers mois. On rappelle que les salaires que vous devez indiquer au niveau de l'attestation, c'est toujours les salaires qui servent au calcul de la cotisation pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès. Et au niveau du calcul, ces salaires vont être plafonnés. Alors, je le précise déjà ici, mais on le redira un petit peu plus tard. Nous, on vous a mis l'historique des plafonds pour le calcul. Si vos salariés ont des salaires à 5 000, 6 000 euros, vous indiquez bien sûr sur l'attestation 5 000, 6 000 euros. Vous indiquez vraiment Mm. les salaires cotisés. Il ne faut pas plafonner par rapport au plafond du calcul. Nous, on vous les a juste mis à titre informatif.
À savoir que le plafond, il a été revalorisé au 1er avril, hein, le calcul a changé. On prend 1,4 fois le SMIC en vigueur au moment de la date du paiement, qui correspond aujourd'hui à un salaire de 2 522 euros 20 centimes. Donc, l'indemnité journalière passe au 1er avril de 53,31 à 41,47. Donc, le montant actuel de l'indemnité journalière maximum, c'est 41,47 euros 47. Du coup, on a répondu à Florence qui nous demandait le salaire plafonné n'est pas à 2522,57, justement depuis le 1er avril avec la refonte et le recalcul de 1,4 fois le SMIC. On est bien sur un salaire à 2522,20 d'ailleurs, pas 57. Au niveau de la saisie, attention, hein, il ne faut pas non plus arrondir au salaire inférieur, enfin, à l'euro inférieur ou supérieur. Vous mettrez vraiment le montant cotisé. Donc, si votre salarié cotise sur 2530 centimes, vous mettez 2530 centimes. Mm, Vous n'arrondissez ni à l'euro inférieur ni à l'euro supérieur. Et pareil, quand vous indiquez les salaires, il ne faut pas les plafonner au niveau des plafonds sécurité sociale. Nous, le logiciel le fait directement pour vous. Vous mm. indiquez vraiment ce qui est soumis à la cotisation maladie. Au niveau du calcul, petite précision pour les salariés standards, c'est-à-dire pour ceux chez qui on fait le calcul sur 3 mois, il se peut que la période soit incomplète et à ce moment-là, bah, nous, on va vous demander de rétablir le salaire dans les situations ci-dessous. C'est vraiment pour pas pénaliser votre salarié, étant donné qu'on fait un calcul sur 3 mois. Si jamais il y a un ou deux salaires qui manquent ou il y avait des absences et des retenues, bah, du coup, on risque de léser votre salarié. Donc, nous, on vous demande toujours d'indiquer un salaire établi. Qu'est-ce qu'on appelle salaire établi? C'est le salaire sur lequel aurait cotisé votre salarié s'il n'y avait pas eu d'absence. Donc, les situations où vous êtes autorisé à rétablir, ce sont celles qui sont indiquées. Donc, ça va être dans le cadre d'une nouvelle embauche. Mais attention, là, il y a une Ouais. petite subtilité, c'est uniquement le mois de l'embauche. On vous a mis le petit graphique à côté. Donc là, par exemple, on a le cas où votre salarié a un arrêt en avril. Donc, la période de référence, ça va être janvier, février et mars. Votre salarié a été embauché le 20 mars le 20 février. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez compléter les salaires? Janvier, bah, vous allez mettre 0 € et vous n'allez pas pouvoir rétablir le salaire parce qu'il n'était pas embauché en janvier. Donc là, au niveau des heures travaillées, on va mettre 0. Les heures prévues au contrat, 151,67. Et du coup, le système ne vous laissera pas rétablir parce que ce n'est pas autorisé de rétablir avant le mois de l'embauche. En février, votre salarié a eu un salaire de 500 euros. Il a travaillé 50 heures parce qu'il a que commencé à partir du 20 février. Donc là, ici, vous allez mettre salaire cotisé 500 euros. Au niveau des heures travaillées, 50 heures. Les heures prévues au contrat de travail, 151,67 heures. Et du coup, ici, vous allez pouvoir rétablir parce que c'est le mois de l'embauche. Donc ici, vous allez rétablir à 2 000 € parce que s'il avait été embauché, par exemple, le 1er février 2023, il aurait eu 2 000 € pour le mois complet. Donc ici, vous êtes autorisé à rétablir parce que c'est le mois de l'embauche. Et après mars, bah, du coup, vous mettez le salaire cotisé parce qu'il a travaillé, c'est son salaire réel. Donc, petite particularité pour la nouvelle embauche, uniquement un rétablissement sur le mois de l'embauche. Autre cas où vous êtes autorisé à rétablir, c'est pour les absences liées à la maladie, la maternité et la paternité, si vous ne subrogez pas. La journée citoyenne, toutes les absences liées à un accident de travail ou une maladie professionnelle, les fermetures temporaires de l'établissement, hein, donc s'il y a des congés payés, imposés, les intempéries, tout ce qui est absence finalement autorisée par l'employeur dans le cadre du temps partiel thérapeutique, la période de chômage partiel et une grève. On rappelle que la grève est autorisée, c'est une absence autorisée par l'employeur. Donc, si jamais il y a des retenues de grève, il faudra du coup ne pas en tenir compte et indiquer le salaire qu'il aurait cotisé sans tenir compte des retenues des grèves. Il n'y a que 3 cas où vous n'êtes pas autorisé à rétablir le salaire. C'est dans le cadre d'une absence non payée et non autorisée, donc s'il y a une absence injustifiée, la mise à pied et la journée de solidarité. C'est vraiment les seules exceptions où il ne faudra pas rétablir le salaire. Alors, on va juste rester sur cette slide, Mathieu, parce qu'on a une petite question Oui. sur la nouvelle embauche et je pense que c'est important. On a Aline qui nous demande, lors d'une nouvelle embauche, si le salarié tombe malade le premier mois de l'embauche et que nous devons pratiquer la subrogation, donc maintien de salaire, comment cela se passe au niveau de l'attestation, car nous n'avons pas de salaire à déclarer sur les 3 mois précédents. Donc, c'est vrai que vous, en fait, vous allez devoir nous faire une attestation de salaire et vous allez mettre des salaires à zéro. Effectivement. Vous allez maintenir le salaire. Nous, on ne pourra pas, comme il n'était pas chez vous, on ne pourra pas utiliser vos salaires pour vous indemniser.
Comme le disait Mathieu tout à l'heure, déjà, est-ce que votre salarié va remplir les conditions d'ouverture de droit, hein? Comme je le disais, il faut faire 150 heures au cours des 3 mois précédents. Donc déjà, chez vous, il ne les aura pas fait puisqu'il est nouvellement embauché. On va lui demander à lui s'il remplit les conditions chez un autre employeur. Effectivement, on va payer sur des salaires d'un autre employeur le salarié directement. Donc c'est vrai que les cas de nouveaux embauchés, et quand le salarié est en arrêt le mois de l'embauche, c'est très compliqué pour vous, employeur. Alors, au niveau du calcul, ça c'est intéressant aussi, l'indemnité journalière maladie, elle est égale à quoi? À 50% du revenu d'activité antérieure. Elle est due pour chaque jour, ouvrable ou non. Qu'est-ce qu'on entend par revenu d'activité antérieure? Ben, en fait, ça représente le revenu moyen que percevait votre salarié avant son arrêt maladie. Il est égal à quoi? À la somme des salaires de référence, limitée au plafond, comme le disait Mathieu, divisé par le nombre de jours de la période. Donc, pour un salarié standard, donc 3 mois, on va prendre un diviseur 91,25. Pour un salarié discontinu, on va estimer que c'est une période de référence de 12 mois, donc on va utiliser un diviseur 365. Le montant de l'indemnité journalière, elle va être égale donc à 50% du revenu d'activité antérieure. Donc, sur toutes ces indemnités journalières, donc on a les prélèvements sociaux, hein, 0,5% au titre que de la contribution CRDS, 6,2% au titre de la CSG. Les indemnités journalières, elles sont soumises à l'impôt sur le revenu, sauf si elles sont en lien avec une affection de longue durée exonérante. On vous donne quelques chiffres, notamment au niveau de l'indemnité journalière minimum. Donc, en maladie, ça c'est pour plus les salariés qui ont de très très faibles revenus. En maladie, l'assuré qui est en arrêt de travail, il ne peut pas percevoir, à compter du premier jour du 7 mois d'incapacité, une indemnité minimum inférieure à 11,2 euros au 1er janvier. Donc ça, c'est l'indemnité minimum. C'est-à-dire qu'un salarié qui ne gagne pas beaucoup d'argent, on va lui payer une première indemnité peut-être à 9 euros. Et au premier jour du septième mois, il a droit à l'indemnité journalière minimum qui est de 11,02. Au niveau de l'indemnité journalière maximum, donc, toujours plafonné, l'indemnité journalière maximum sera de 41,47 depuis le 1er avril 2025, hein. On avait expliqué un petit peu. Alors là, on a voulu vous montrer un petit peu avec Mathieu des fiches de paye, quoi mettre, parce que c'est vrai que des fois, vous avez des doutes sur les fiches de paye, vous avez des fiches de paye, vous ne savez pas quel salaire il faut prendre Donc, on va la faire ensemble. Je te ensemble. laisse du coup. Ah, tu me laisses en premier. Alors, on a le salaire de base, je ne vois pas bien l'écran, on a le salaire de base à 1 800. On a l'ancienneté, on a la prime qualité, on a une absence maladie de 200 euros et on a un rappel d'heures supplémentaires et on a donc un salaire brut à 2 100. Là, on vous explique bien qu'il va falloir rétablir le salaire et qu'il va falloir rétablir à 2 300 euros. En fait, c'est l'absence maladie qui n'avait pas été soumise à cotisation. Celle-ci, comme c'est une absence autorisée, on ne la prend pas. Et du coup, s'il n'y avait pas eu cette absence maladie, il aurait cotisé sur 2300 2300. euros. Donc, sur l'attestation, vous allez mettre dans la première case salaire soumis à cotisation 2100 euros et vous allez rétablir pour de la maladie à 2300 euros. Je fais le deuxième cas avec vous, c'est un petit Oui, peu le c'est un cas peu. similaire, hein. Voilà. Donc là, ici, on vous demande quel est le salaire indiqué. Donc je vous donne la réponse, c'était bien sûr 1800. On prend la fiche de paye ensemble. Donc ici, on a un salaire de base à 1800 euros. On a une prime d'ancienneté à 200 euros, donc ça nous donne un salaire à 2000 euros. Par contre, il y a une absence non autorisée. On rappelle que l'absence non Ouais. autorisée, comme elle n'est pas autorisée, il faut ne pas la rétablir. Donc celle-ci, on la prend en compte. Donc celle-ci, du coup, les 2000 euros, on passe à 1800 euros. Donc, il ne faudra pas rétablir le salaire. Il faudra bien sûr indiquer un salaire brut à 1800 euros et ne pas rétablir. Et la dernière fiche de paye qu'on voulait, donc là, il n'y Oui, a mais pas celle-là, elle d'absence. est toute simple, celle-là. Voilà, donc là, il y a le salaire de base, la prime d'ancienneté, une prime qualité. Votre salarié a un salaire à 4023 centimes soumis à cotisation. Donc là, pas d'erreur en soi. Donc, on vous a remis l'attestation en dessous. Mm. Donc, le premier mois en septembre, donc il faudra bien sûr mettre les 1100 euros et les rétablir, hein, à cause de la maladie qui avait été enlevée. Il faudra du coup rétablir à 2300 euros. Le deuxième mois, il y avait une absence non autorisée qu'il ne faut pas rétablir, hein, donc on reste bien sur 1800 euros. Et puis le dernier mois, il n'y a pas de retenue, donc là, vous indiquez bien 4023 centimes.
Voilà, au niveau de l'attestation, vous avez mis ici hein, comment ça se reconstitue de notre chez nous. côté. Et puis du coup, je te laisse pour le calcul. Oui, voilà, donc on reprend notre petit calcul. Donc, comme on l'avait dit tout à l'heure, hein, on va reprendre donc les trois salaires de base, 2 300 euros, 1 800. Alors, attention, pour novembre, on est sur du 4 000 euros. Donc, notre système va plafonner, va prendre les 3 144,96. On va additionner ces trois salaires et on va diviser, on est sur un cas standard, par 91,25. On arrive donc à un revenu d'activité antérieure à 79,40 euros. À ça, on va diviser par deux, hein, puisqu'on prend 50%. L'indemnité journalière brute sera donc de 39,70 euros. Pardon. Donc, toujours indemnité soumise, comme on l'a dit, aux prélèvements sociaux. Et les indemnités sont soumises à l'impôt sur le revenu, sauf pour les affections de longue durée exonérantes. Alors, au niveau des salaires, est-ce qu'on a des petites questions? Euh, une déclaration. Donc, ça, on a répondu. Bon, il y avait une petite question, mais c'est sur un dossier un petit peu personnel où il y a écrit mes salariés sont remboursés à 45-46 au lieu de 41-46. 47. Pourquoi cette différence? Alors, c'est peut-être juste une différence d'arrondi. Il faudrait qu'on regarde. Sinon, il n'y avait pas trop de questions sur les salaires. Sinon, je propose que je continue sur les D'accord, droits c'est et vrai. on reprendra du coup toutes les questions à l'issue. Donc, on va parler maintenant de la condition d'attribution de La la durée, durée, en hein. fait. Combien de Combien de temps votre temps? salarié peut être en arrêt? Combien de temps on va indemniser? Alors, première chose à savoir, on l'a déjà un petit peu évoqué, je pense que vous le savez, c'est qu'il y a un délai de carence qui s'applique sur les 3 premiers jours hein, d'un arrêt de travail. Nous, au niveau de l'indemnisation, on arrive au niveau du 4e jour. Quelques petites exceptions où on n'applique pas le délai de carence, donc là je vais vite les reprendre rapidement, c'est s'il y a une activité entre deux prescriptions d'arrêt de travail qui ne dépasse pas 48 heures et qu'il s'agit d'une prolongation. C'est ce que nous on appelle l'essai de reprise, c'est-à-dire votre salarié avait un premier arrêt de travail, à l'issue il reprend le travail parce qu'il estime que son état est compatible avec une reprise de son activité professionnelle. Finalement, il voit que ça ne va pas mieux et il retourne le soir ou le lendemain chez son médecin qui fait une prolongation. À ce moment-là, la prolongation sera raccroché à l'arrêt initial. La période de reprise ne sera pas indemnisée hein, parce que c'est à la charge de l'employeur, mais on ne réappliquera pas le délai de carence sur la prolongation. Donc, c'est un des cas où on ne réapplique pas de délai de carence. Autre cas, c'est pour les ALD. On rappelle que pour une pathologie, on applique le délai de carence que sur le premier arrêt initial. Si votre salarié, on verra après la durée d'attribution, hein, pour une ALD, c'est 3 ans. Si dans ce laps de 3 ans, il redonne un nouvel arrêt en lien avec cette pathologie, il n'y a pas de délai de carence qui sera appliqué. C'est pour ça que c'est toujours important pour vous en tant qu'employeur de faire des attestations de salaire, même si c'est des durées de moins de 3 jours, parce que l'arrêt peut être en lien avec une ALD. Ça, vous n'avez pas connaissance, hein, vous n'avez pas la coche sur votre volet. Donc, parfois, l'arrêt est indemnisable, bien qu'il soit inférieur à 3 jours. Donc, toujours avoir le réflexe, c'est même si l'arrêt est de moins de 3 jours, il faut faire une attestation de salaire parce qu'il peut y avoir une Oui. indemnisation de notre côté. Et les deux derniers cas où il n'y a pas de délai de carence appliqué, c'est si c'est un arrêt prescrit en lien avec un décès d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne à charge de moins de 25 ans qui est prescrit dans les 13 semaines qui suivent le décès. Donc ça, c'est uniquement sur le premier arrêt qui est coché en lien avec un décès. Mm. Et le dernier cas, c'est pour l'arrêt de travail qui est prescrit dans le cadre d'une fausse couche. Alors, il y a un formulaire spécifique. Parfois, les médecins font encore des arrêts classiques, mais là, du coup, c'est soumis au service médical et c'est sur réclamation de l'assuré. Nous, on peut neutraliser le délai de carence si c'est un arrêt qui est prescrit en lien avec une fausse couche. Voilà au niveau du délai de carence. On va juste maintenant revenir sur la durée d'indemnisation. Donc, il y a deux choses à distinguer. Il y a d'une part les affections non individualisées. En fait, c'est toutes les affections hors ALD et les ALD, mais je reviendrai après sur les ALD. Donc, à savoir que si vos salariés ont des arrêts de travail prescrits avec des affections non individualisées, ça va être les gastro, les grippes, les bronchites, les migraines, toutes ces petites pathologies hors ALD, et bien, du coup, c'est un compteur de 360 IJ sur un délai de 3 ans qui glisse dans le temps. Au-delà, il ne pourra pas avoir d'indemnité journalière. Je donne l'exemple, ça sera peut-être plus simple à comprendre. Donc ici, votre salarié n'a jamais eu d'arrêt de travail. En 2022, il a un premier arrêt de travail hein, au 1er mai 2022. Donc, on va prendre 5 mois hein, donc pour une affection hors ALD. Mhm. On met 5 mois, ça correspond à peu près à 150 IJ. Nous, on va regarder sur les 3 dernières années. Et là, on va voir qu'il n'y avait pas eu d'indemnité journalière. Donc, du coup, l'arrêt sera indemnisable en entier et le compteur passera à 150 IJ.
En 2023, il a un nouveau arrêt toujours hors ALD, donc de 5 mois. Donc ça correspond toujours à 150 IJ. On va cette fois-ci regarder sur les 3 dernières années. Là, on voit que le compteur était à 150 IJ. Donc là, pas de souci, cet arrêt de travail sera indemnisable et notre compteur en bas, il va passer à 300 IJ. On avance dans le temps, en 2024, il a toujours un nouvel arrêt, cette fois-ci pour une autre pathologie, mais qui est toujours sans rapport avec une ALD. Donc de 3 mois, ça correspond à peu près à 90 jours. Ici, on va regarder sur les 3 dernières années. Et là, on va voir que en 2022-2023, il y avait déjà 300 IJ. Bah là, du coup, au niveau de l'arrêt de travail, il y a seulement le début de l'arrêt qui sera indemnisable et notre compteur passera à 360 IJ. La fin de l'arrêt de travail, malheureusement, ne sera plus indemnisable parce qu'il aura atteint la durée maximum d'indemnisation pour les pathologies hors ALD. À savoir qu'il faut quand même qu'il nous transmette ses arrêts de travail parce qu'il peut s'ouvrir des droits à tout moment. Je poursuis dans mon exemple, hein. Ici, il a un nouvel arrêt en début 2025. Donc là, tout ce qui arrivera avant le 1er mai 2025, bah, ça sera non indemnisable parce que le compteur était déjà atteint déjà en 2024. Donc le début de l'arrêt ne sera pas indemnisable. Par contre, à partir du 1er mai 2025, il va s'ouvrir des droits parce que vous avez vu, comme c'est un délai de 3 ans qui glisse dans le temps, et ben ce qu'on avait indemnisé le 1er mai 2022 va sortir du compteur et du coup la journée du 1er mai 2025 sera de nouveau indemnisable. Donc c'est pour ça, même s'il a une fin des droits sur ce compteur de 360 IJ, il faut quand même qu'il nous transmette ses arrêts de travail parce qu'en plein milieu d'un arrêt de travail, il peut s'ouvrir des droits parce qu'il suffit que dans le compteur de 360 IJ, bah, il y a des IJ qui sortent parce que ce compteur, il glisse dans le temps, il s'ouvre des droits. Donc, important, toujours nous transmettre les arrêts de travail. Je passe maintenant sur le deuxième délai. Donc là, c'est pour les ALD. Donc, c'est une liste Voilà. d'une trentaine hein, de pathologies qui sont reconnues et qui sont susceptibles d'avoir des arrêts de travail supérieurs à 6 mois. Donc, ça va être un cancer, ça va être la mucoviscidose, la paraplégie. Cette liste, hein, vous pouvez la retrouver hein, sur le site Amélie. C'est vraiment des lourdes pathologies qui vont amener des longs arrêts de travail. Et je précise juste parce qu'on a deux questions qui étaient par rapport à ça, donc je répondais par écrit. C'est vraiment notre médecin conseil en fait qui va fixer l'affection de longue durée. Donc effectivement, si vous ne retrouvez pas l'affection là parce qu'on me parle de maladie mentale, si elle apparaît pas dans les 30 maladies, il faut savoir que notre médecin conseil, c'est lui qui fixe l'affection de longue durée. Donc maladie mentale, il peut trouver une affection de longue durée, maladie mentale. C'est vraiment le médecin conseil de la caisse primaire qui fixe l'affection de longue durée. Oui, je précise juste, hein, il y Oui. a ce qu'on appelle les ALD exonérantes. Rente, C'est voilà. la liste des 30 affections, mais le service médical peut aussi attribuer une ALD, Et mais du coup non non exonérante. exonérante. Donc, c'est-à-dire hors des 30 listes, Maladie. voilà, hors de la liste des 30, il peut donner, hein, s'il voit que la pathologie va nécessiter un long arrêt de plus de 6 mois, il peut attribuer des affections, mais du coup de longue durée, mais non Non exonérantes exonérante. Et qui ne figure pas parfois dans la dans la liste que liste. disait Mathieu. Oui. Alors, dès lors que le service médical, alors dans tous les cas, nous, pour qu'on puisse ouvrir, hein, que ça soit une ALD exonérante ou non exonérante, nous, il nous faut un accord du service médical parce que du coup, c'est un délai de 3 ans. Donc, nous, il nous faut impérativement un avis médical. Dès lors que le service médical nous dit c'est OK, on peut ouvrir un nouveau délai, enfin un délai de 3 ans, nous, à ce moment-là, on va l'ouvrir et votre salarié va avoir le droit à 3 ans d'IJ. Par contre, je précise, ce délai de 3 ans, contrairement au compteur de 360 IJ, ce délai de 3 ans, il est figé dans le temps. À partir du moment où le médecin conseil nous dit le point de départ des 3 ans démarre à telle période, à partir de cet arrêt, et ben du coup, nous, on ouvre une période triennale. Petite précision, je le précise, vous au niveau employeur, vous ne savez pas hein, si l'arrêt est en lien avec l'ALD ou pas. Nous, le médecin, il coche et ça, c'est un élément qu'on a au niveau administratif. Donc nous, on va savoir quand on enregistre l'arrêt de travail, est-ce que cet arrêt, il va rentrer dans le délai des 3 ans dans le cadre d'une ALD ou est-ce Mm. que c'est pas en rapport avec une ALD et c'est le compteur de 360 IJ qui s'applique. C'est vrai que nous, à notre niveau, on peut savoir quel est le délai d'attribution. Vous, pour vous, employeur, c'est totalement transparent parce que vous n'avez pas l'information. Est-ce que cet arrêt est hors ALD ou est-ce qu'il est dans le cadre d'une ALD? Donc, du coup, je vais juste faire un petit graphique pour vous expliquer un petit peu la durée des droits dans le cadre d'une ALD. Donc là, par exemple, votre salarié, il a un premier arrêt en 2022 en lien avec un cancer. Donc là, le médecin conseil, nous, il va nous faire un petit message en disant, attention, l'arrêt qui a démarré le 1er mai 2022 est en lien avec un cancer, il faut ouvrir une période de
3 ans. Donc nous, du coup, ce qu'on va faire dans nos bases de données, c'est qu'on va mettre cet arrêt en rapport avec l'ALD et on va ouvrir une période triennale, c'est-à-dire une période qui va aller jusqu'au 30 avril 2025. Tous les arrêts qui seront en lien avec cette pathologie qui tomberont dans cette période des 3 ans sera indemnisable. Donc là, ici, on voit par exemple, votre salarié est en arrêt à partir du 1er mai 2022, il est en arrêt déjà jusqu'en 2024. Donc tout l'arrêt 2000, déjà une bonne partie de l'année 2022, 2023 plus 2024, on voit bien qu'on est au-delà des 360 IJ. Et pourtant, c'est indemnisable parce que c'est le compteur, enfin, c'est la période des 3 ans. Petite précision, donc comme je le disais, on applique le délai de carence une seule fois sur le premier arrêt qui ouvre la période des 3 ans. Ici, votre salarié, à l'issue, hein, il reprend le travail parce que du coup, son état de santé va mieux. Donc là, il reprend le travail. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Il nous donne un nouvel arrêt qui est coché en lien avec l'ALD. À ce moment-là, nous, on pourra indemniser la période qui va entrer dans le laps des 3 ans. Au-delà, ça ne sera plus indemnisable. La Mm. période des 3 ans sera terminée. Là, il y a plusieurs possibilités. Donc, soit votre salarié devra reprendre le travail parce qu'il n'y aura plus d'indemnisation et que son état de santé le permet, donc là, il devra reprendre le travail, ou bien il faudra qu'il fasse une demande d'invalidité, parce que du coup, la période des 3 ans est Est terminée, terminé. donc il pourra faire une demande d'invalidité, ou éventuellement aussi, il y a encore une autre possibilité, c'est qu'il pourra reprendre à temps partiel thérapeutique dans le cadre d'une quatrième année. Donc nous, en fait, on pourra encore indemniser pendant un an, Un mais temps dans le thérapeutique. cadre d'un temps partiel thérapeutique en lien avec cet ALD. Par contre, attention, c'est soumis à l'accord du service médical. Oui, Et je précise aussi, si jamais maintenant votre salarié reprend pendant un an voilà. et qu'il n'y Sans a arrêt pas, en voilà, rapport, en voilà, fait, sans arrêt en rapport avec l'ALD, on peut ouvrir une nouvelle période de 3 ans. triennale. De 3 ans, mais il faut vraiment qu'il y ait un an de reprise de travail sans arrêt en lien avec cette ALD. Voilà au niveau de la durée des droits. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué, Ce qu'il faut mais retenir, c'est qu'il y a deux choses, hein. S'il n'y a pas c'est ça. d'affection de longue durée, en fait, on rentre dans un cadre de 360 indemnités journalières. C'est ce que nous, on retient. Et quand on est dans une période d'ALD, dans une maladie ALD, c'est une période de 3 ans qui s'ouvre. C'est ça la règle de base, hein. C'est ça. On Voilà. espère qu'on a été clair sur cette dernière règle, hein. Mathieu, il arrive toujours bien à l'expliquer. Je pense qu'elle est claire. N'hésitez pas si vous avez des questions. Là, par exemple, on a une petite question sur la LD exonérante et non exonérante. À part le fait qu'elle figure dans la liste des 30, y a-t-il un traitement différent? Alors, à notre niveau, non. Qu'elle soit exonérante ou non exonérante, elle Mm. sera traitée pareil. Donc, on rentre dans le deuxième cas, ALD. Par contre, c'est plus au niveau de la fiscalité, il Oui. me semble, c'est-à-dire que votre salarié, dès lors que c'est une ALD non exonérante, il va payer des impôts. Par contre, si c'est une ALD exonérante, il ne sera pas fiscalisé. C'est C'est juste à la ça. différence. Mais c'est au niveau des impôts que la différence se fait. Mais au Voilà. niveau de l'indemnisation, ça sera le même montant, ça sera la même durée d'indemnisation. Bon, on m'a dit que je te coupais la parole. Alors, Ah, j'arrête de te couper la parole. ah. Alors, du coup, bah, on avait fini le webinaire, donc on vous remet à l'écran les sites importants Net Entreprise pour tout ce qui est bah, gestion de votre compte Net Entreprise. Et le deuxième site important, ça va être Amélie, hein, sur tout ce qui est réglementaire. Au niveau des numéros de téléphone, hein, deux numéros de téléphone. Donc, tout ce qui est problème DSN Net Entreprise, ça va être le 0806 800 700. Et s'il y a des soucis d'annualité journalière pour nous contacter au niveau CPM, c'est le 36 79. Voilà, donc on va peut-être essayer de répondre Bon, aux questions, hein. dernière question. Alors, du coup, au niveau des questions, donc on va peut-être reprendre depuis le départ, hein, Oui. parce qu'il y en avait beaucoup. Donc, il y a quelqu'un qui nous demande la différence entre téléconsultation et télétransmission. Alors, attention à ces deux choses bien différentes. La télétransmission, c'est le médecin qui envoie l'arrêt de son ordinateur, hein, de son logiciel, vers nos bases de données. Donc, ça, c'est juste un flux de transmission, hein. C'est l'arrêt de travail qui est télétransmis. La téléconsultation, c'est le médecin qui va faire j'allais dire une Une visio. consultation, voilà, une consultation médicale, mais en visio. Donc, c'est deux choses totalement différentes. Et si le médecin prescrit en télétransmission, il n'y a pas de souci, hein, il peut prescrire autant de jours qu'il veut. Par contre, si c'est une téléconsultation, c'est limité à 3 jours. Et est-ce qu'il n'y a pas la petite coche Et il y a la téléconsultation? coche, tout à En fait. fait, c'est ça, Florence voulait savoir comment faire la différence. En fait, sur l'arrêt de travail, téléconsultation, vous allez avoir la petite coche téléconsultation. C'est ce qui va vous permettre de faire la différence entre un arrêt télétransmis par le médecin et un arrêt téléconsultation.
Alors après, il y avait, bon, je pense qu'on a répondu à l'ensemble des Des questions. questions, Je on regarde vite regarde. fait. Alors, on a un spectateur anonyme qui nous dit, est-il possible d'avoir vos coordonnées ou mail pour un dossier spécifique? En fait, pour un dossier spécifique, comme Mathieu l'a dit, c'est encore à l'écran. Il faut faire le 3679. C'est une plateforme employeur, c'est nos collègues qui, justement, gèrent les dossiers spécifiques. Alors, il y a juste encore une petite question. Donc, actuellement, effectivement, on nous demande pourquoi on ne peut pas effectuer de signalement DSN pour les agents Ircantec. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas de notre ressort. Effectivement, pour les agents Ircantec, il faut continuer à faire des saisies sur Net Entreprise. Alors, Lise nous demande quel est le mail pour le signalement des arrêts frauduleux. Il me semble que notre collègue qui est dans les bureaux vous l'a mis dans les questions. Voilà, Voilà, elle elle est vous en train de répond vous répondre d'ailleurs. par écrit, hein. Voilà, normalement, elle vous répond, elle vous donne exactement l'adresse mail, mais je crois qu'elle l'avait déjà mis, hein. Voilà, après, il y a juste encore une question sur les annuités journalières. Le mois précédent, doit-on prendre le montant en salaire établi? Alors, en fait, s'il y a des régularisations, des retenues à Digi sur les fiches de paie, il ne faut pas en tenir compte. En fait, tout ce qui est maladie, s'il y a des retenues, il faut, quand vous allez rétablir le salaire, en fait, nous, il faut que vous nous mettez le salaire rétabli, c'est-à-dire le salaire sur lequel aurait cotisé votre salarié s'il n'y avait pas eu toutes les régules, les retenues liées à de la maladie. Nous, on veut vraiment savoir quel est le salaire sur lequel il aurait cotisé s'il n'y avait pas eu tous ces éléments variables liés à la maladie, s'il avait travaillé au fait tout le mois complet. Alors, Valérie nous demande, après 6 mois, le montant des indemnités est-il le même? Alors oui, au-delà de 6 mois, les indemnités journalières ne changent pas. Simplement, c'est peut-être en accident de travail. Vous avez peut-être ce doute parce qu'effectivement, en accident de travail, l'indemnité journalière devient majorée au 29e jour. C'est-à-dire qu'en accident de travail, vous êtes payé un montant pendant les 28 premiers jours et à 29 jours, effectivement, il y a une majoration. Mais en maladie, vous avez toujours la même indemnité journalière que vous soyez en arrêt 3 mois ou jusqu'à 6 mois, au-delà de 6 mois. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions, Oui, hein. J'espère qu'on a été vraiment le plus précis possible. De toute façon, vous aurez le support à l'issue, hein, on vous l'enverra par mail. Donc, comme ça, vous pourrez le relire, hein, si besoin. On a vraiment essayé parce que c'est vrai que la réglementation, c'est un sujet assez compliqué, mais oui. c'est très, très intéressant pour vous, employeurs, de savoir toutes les règles de base, hein, aussi bien Mm, au niveau des prescriptions, ce qui est autorisé, pas autorisé, que le calcul et la durée des droits. Si jamais on n'était pas clair, hein, n'hésitez pas à nous recontacter et puis on essaiera d'apporter des questions, des réponses par la suite. Voilà, au niveau de la prochaine date du prochain webinaire, donc du coup c'est le 13 novembre et cette fois-ci on reviendra spécialement sur le temps partiel thérapeutique qui est aussi un sujet intéressant où il y a beaucoup de points et de mm. choses à connaître. Voilà, et ben écoutez, si il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer ce webinaire. C'est vrai qu'on a un petit peu dépassé Débordé. le temps, mais c'est vrai que c'était un sujet où il y avait beaucoup, beaucoup de choses à aborder. Donc du coup, on va peut-être clôturer ce webinaire. N'hésitez pas à revenir si vraiment il y a des questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Voilà, on vous souhaite une bonne journée à Bonne journée vous à vous. et puis on vous dit à très bientôt pour un nouveau webinaire. Au revoir. Au revoir.